Bonjour, bonjour à tous. Oui, ça marche, excusez-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 204e briefing. Alors, comme vous pouvez le constater, le président, notre bien-aimé président Chenesso est toujours absent. On le cherche toujours, hein. Il a fui donc la semaine dernière. Alors, on ne sait pas s'il a rejoint les équipes de Ciotti et Bardella ou de LFI avec Mélenchon. Igor est censé faire des recherches, mais je ne sais pas si tu l'as trouvé, Igor. Mais en tout cas, on espère qu'on retrouvera notre président parce que la semaine prochaine, s'il n'est pas là, qu'il le sache, il ne sera plus président. Donc, il a pas vraiment d'autre choix. Mais Igor, tu es encore tout seul parce que Ouais, Arnaud aussi a fui. ouais, Donc, si vraiment la semaine prochaine, nous n'avons ni Arnaud ni Gilles, ouais, on les vire tous les deux et tu seras chef. Euh, voilà. ouais, ça c'est vraiment très bien pour toi. Euh, Igor, je sais que tu as un certain nombre de choses à nous dire. Alors, pas tellement sur le plan économique, mais je crois en termes de politique étrangère, je crois que tu as un certain nombre de points que tu aimerais évoquer. Donc, la parole est à toi. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Effectivement, sur l'économie, il y a eu peu de grosses nouvelles cette semaine. J'en ai relevé deux principalement. Le réajustement du niveau du déficit budgétaire pour l'année 2024, puisque la Douma d'État a autorisé qu'on rehausse ce niveau de déficit budgétaire et qu'il soit placé désormais à un petit peu plus de 2000 milliards de roubles, alors qu'il était prévu initialement dans le projet de loi budgétaire 2024 qu'il soit de 1500 milliards de roubles. Donc on rajoute un petit peu plus de 600 milliards de roubles de déficit. Pourquoi est-ce qu'il y aura un peu plus de déficit que prévu? Eh bien tout simplement parce que les recettes ne sont pas au rendez-vous, en tout cas pas autant que prévu, et ceci en raison de la baisse des revenus liés aux exportations des hydrocarbures. Je rappelle que le déficit représente, enfin ce déficit tel que prévu désormais, représente environ 1,1% du PIB et sera couvert en ponctionnant le Fonds de bien-être national. Vous savez, cette cagnotte que les Russes ont créée depuis maintenant une quinzaine d'années, dans lesquelles ils thésaurisent, eh bien, ils vont la ponctionner à hauteur de 1300 milliards de roubles pour couvrir ce déficit-là. Je rappelle, Igor, si je peux ouais, juste interrompre pour que les gens comprennent, 600 milliards de roubles, c'est à peu près 6 milliards d'euros. oui, 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 c'est vrai qu'on va remettre en euros, ça fait à peu près environ 6 milliards d'euros de déficit. Oui, on est sur des sommes on est sur des sommes qui paraissent assez raisonnables hein, par rapport à d'autres déficits qu'on peut connaître sous d'autres latitudes. Surtout que je rappelle que l'an dernier, le déficit budgétaire avait été d'un petit peu moins de 2%. Il était à 1,9% du PIB dans les circonstances et dans le contexte que chacun connaît, hein, avec des investissements publics massifs dans l'économie russe. Alors, autre nouvelle, mais qui permet d'étayer ce premier point, c'est le projet de réforme de la fiscalité dont on a déjà parlé dans des briefings précédents. Ce projet de réforme de la fiscalité a été validé par le comité parlementaire qui s'occupe des questions justement de fiscalité. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que cette réforme de la fiscalité devrait rapporter au budget l'an prochain, à partir de 2025, 2600 milliards de roubles, ce qui fait un petit peu moins de 30 milliards d'euros. Et donc, vous voyez que ça permettra de couvrir un hypothétique futur déficit, s'il reste dans les mêmes proportions, hein, grâce à cette réforme de la fiscalité qui, d'après les autorités russes, ne va toucher que entre 3 et 4% des contribuables russes, hein. Vous savez, c'est l'introduction désormais de 5 barèmes progressifs d'imposition au lieu des deux barèmes que les contribuables russes connaissent depuis des années à 13 et à 15%. La deuxième nouvelle économique, qui est plutôt liée aux statistiques, c'est le minimum vital qui a été augmenté par le service du Premier ministre. Il a été fixé à 17 700 roubles par habitant. Alors, ça n'a pas vraiment, je dirais, comment dirais-je, de valeur concrètement dans l'absolu, puisque c'est plutôt un indicateur, un étalon, si vous voulez, statistique, à partir duquel les pouvoirs publics russes se basent pour toute une série, définir toute une série de mesures sociales, définir le budget, en se basant donc sur cette valeur de 17 733 roubles qui a été augmentée. Alors la nouveauté, c'est qu'elle a été fixée, indexée plutôt, cette fois-ci sur le revenu médian, qui d'après Eurostat était en 2023 de 40 121 roubles. Auparavant, cet indicateur était fixé par le législateur dans la loi de budget, et donc là, ils ont décidé de le placer sur le revenu médian. Voilà pour l'économie, hein, je vous avais dit, il n'y a pas grand-chose. En politique intérieure, il y a un petit peu plus de développement. Alors, je vais commencer par les remaniements qui se poursuivent au ministère de la Défense, hein. C'était
des grosses actualités politiques de la semaine, puisque les vice-ministres de la Défense ont été donc de M. Belousov, hein, ont été changés. On a eu la nomination de nouveaux vice-ministres de la Défense, principalement M. Léonid Gornin, qui a été nommé premier vice-ministre de la Défense par Vladimir Poutine lundi. Il va superviser tout ce qui est les questions relatives au soutien financier des forces armées, donc un portefeuille principalement consacré au budget. Un autre vice-ministre de la Défense, nouvel entrant, M. Pavel Fratkov, et Madame Anna Tsivilieva, à qui l'on prête des liens de parenté avec le président russe, hein, qui ont donc été nommés vice-ministre de la Défense. Lui va donc se charger de la gestion du parc immobilier et foncier et des affaires de construction au sein du ministère de la Défense. Et quant à elle, elle va s'occuper eh bien, des questions sociales, de la sécurité sociale et du logement pour les personnels militaires. Plus spécifiquement, elle va aussi s'occuper des questions de réintégration des militaires, réintégration dans la vie civile, hein, et du soutien social des combattants et donc des militaires qui reviennent de la zone de l'opération spéciale. Alors, c'est intéressant parce que en nommant M. Gornin premier vice-ministre de la Défense, Vladimir Poutine le met au même rang, au même niveau qu'un autre vice-ministre de la Défense qui, lui, est resté, n'a pas été remanié, qui est M. Yunusbek Yevkourov, hein, dont on a pu parler dans de précédents briefings, et qui est donc un des derniers, j'allais dire, survivants, entre guillemets, du bureau de Shoigu, hein, de l'appareil Shoigu, qui a été entièrement remanié depuis le mois de mai. Et M. Yevkourov, aujourd'hui, s'occupe principalement de la transition post-Prigogine de la société Wagner, hein, qui a été reprise en main par le ministère de la Défense. Il s'occupe plus spécifiquement, excusez-moi, des activités de Wagner sur le continent africain. Donc lui est resté en place. En revanche, les autres vice-ministres de la Défense ont été changés. Et donc on s'aperçoit de quoi quand on regarde maintenant le nouveau bureau, hein, du ministre de la Défense? Eh bien, c'est qu'on a principalement des civils, très peu de militaires. Monsieur Yunusbek Evkourov, lui, reste, est un militaire, hein. Beaucoup de civils issus du bloc économique et certains arrivant de l'administration présidentielle. Donc finalement, on a un bureau autour du ministre de la Défense qui est composé de technocrates et de gens qui vont réaliser, aider Monsieur Belousov à réaliser cette mission d'audit du ministère de la Défense et de gestion de la manne colossale de fonds qui irrigue désormais le ministère de la Défense dans le contexte du conflit en Ukraine. Et finalement, les affaires militaires, de fait, hein, par ce jeu quelque part des poids et des contrepoids, les affaires militaires se retrouvent de plus en plus entre les mains du chef d'état-major des armées, M. Gerasimov, qui donc, quelque part, euh, a une surface militaire qui augmente avec cette présence de civils de plus en plus nombreux à la tête du ministère de la Défense. Autre nouvelle en politique intérieure, la nomination de M. Boris Titov par Vladimir Poutine, la nomination de Boris Titov au poste de représentant spécial du président pour les relations avec les organisations internationales. Alors souvenez-vous, Boris Titov, c'est l'ancien médiateur pour le droit des entrepreneurs, hein, qui donc s'occupait des relations entre les entreprises et les autorités publiques russes, hein, pour espèce de cheville ouvrière. Il occupe maintenant ce poste de représentant spécial du président russe pour les relations avec les organisations internationales, poste qui était occupé auparavant, entre 2020 et 2022, par M. Anatoly Choubaïs, dont on a parlé dans les briefings à l'époque, hein, souvenez-vous, puisque lorsque le conflit éclate le 24 février 2022, M. Choubaïs quitte la Russie, s'en va, on le retrouve en Turquie puis en Israël, où il est actuellement. Et par conséquent, ce poste est resté vacant, hein, d'envoyé spécial du président pour les relations avec les organisations internationales. Et c'est M. Titov qui le reprend après donc une vacance de poste entre 2022 et jusqu'à présent. Alors, il faut dire que c'était une période de réadaptation, qu'il ne se passait pas grand-chose dans les relations entre la Russie et les organisations internationales pendant l'année 2022 pour les raisons que chacun comprend, hein, et encore en 2023, mais que désormais, on va revenir à M. Titov eh bien, de remplir une sorte de mission de diplomatie économique et de développer des liens, principalement en fait avec les BRICS et les organisations internationales en lien avec les BRICS, hein, en accord donc avec la politique étrangère russe qui désormais se tourne très largement vers l'Orient d'une manière générale, en tout cas se détourne de l'Occident et cherche à constituer, hein, et la Russie, je rappelle, qui préside les BRICS, hein, cette année, hein, à constituer cette architecture internationale d'ordre multipolaire, hein, et dans lesquelles, selon les Russes, les BRICS sont appelés à jouer évidemment un rôle non négligeable.
Quelques nouvelles encore de politique intérieure avec les primes touchées par les volontaires qui s'engagent dans l'armée pour être déployés en Ukraine. Eh bien, leur prime a été augmentée considérablement dans deux sujets, hein. Dans la région de Tcheliabinsk, d'abord, elle a été augmentée de 35%. Désormais, la prime d'embauche, entre guillemets, est portée à 305 000 roubles. Et à Saint-Pétersbourg, elle a été portée à 1,3 million de roubles. Donc, c'est ce que vous touchez quand vous signez le contrat. Et puis après, il y a la prime, enfin, le salaire tous les mois, hein. À Saint-Pétersbourg, auparavant, elle était de 1,1 million de roubles. Et donc, ce qui fait de la capitale du Nord l'un des sujets de la fédération, cette prime le plus élevé, avec la Karachaïevo-Tcherkessie, où les volontaires touchent 1,5 million de roubles. Il faut bien comprendre que ce sont des sommes quand même non négligeables, surtout en Karachaïevo-Tcherkessie, hein, mais même à Saint-Pétersbourg, ça reste des sommes quand même assez intéressantes, avec les salaires que l'on connaît, hein, qui sont toujours de plusieurs centaines de milliers de roubles, hein, environ 300 000 roubles de mémoire, si ce n'est pas plus, pour donc aller s'engager et se battre dans ce qu'on appelle la zone de l'opération spéciale. Je passe au chapitre diplomatique qui est assez garni. Alors, je vais laisser de côté l'aide à l'Ukraine parce qu'il n'y a pas eu grand-chose en fait ces derniers jours sur les nouvelles annonces d'aide à l'Ukraine, en tout cas rien de substantiel. Et je préfère me focaliser sur le gros sujet qui était donc la tenue de la conférence pour la paix en Ukraine, donc, qui s'est tenue à Lucerne en Suisse le week-end dernier. Elle a rassemblé environ 96 participants. Alors, la plupart étaient des pays, mais il y avait quelques organisations internationales, dont 55 chefs d'État et de gouvernement, quasiment tous européens, hein. Et le communiqué final, qui est librement consultable, hein, sur le site du ministère suisse des Affaires étrangères, a été signé par 78 pays sur les 96. Ont signé également le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et les autres, hein. Mais un certain nombre de pays ont refusé de signer ce communiqué final, hein, parmi eux l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Arménie, qui était représentée, le Brésil par exemple. Certains pays ont signé puis ont demandé à retirer leur signature ensuite, c'est le cas de la Jordanie et de l'Irak par exemple. Tandis que alors, le Vatican a envoyé effectivement un représentant, mais a expliqué qu'il ne signerait pas le communiqué final car il considérait sa participation comme étant finalement une mission d'observation du déroulement de la conférence, d'observation de ce qui s'y passe, mais ça n'allait par contre guère au-delà. Les Indiens n'ont pas non plus signé en expliquant que il convenait de considérer les options, je cite, acceptables par toutes les parties et que par conséquent, selon les Indiens, cela n'était pas rempli par ce communiqué final. Alors, ce communiqué, qu'est-ce qu'il dit? Il est assez court, hein. En somme, il y a trois points que l'on connaît et que j'ai exposés la semaine dernière, hein. Tout d'abord, la question de la sécurité nucléaire. Le communiqué final appelle au retour sous souveraineté ukrainienne de la centrale nucléaire de Zaporojie, hein, qui est sous contrôle des forces russes. Il y a un point sur la sécurité alimentaire. Le communiqué appelle à la liberté de navigation en toute sécurité dans les mers Noires et d'Azov pour les bâtiments commerciaux, entendu y compris ukrainiens, donc, de pouvoir se rendre donc en mer d'Azov en passant sous le pont de Kertch. Et le texte dénonce l'arsenalisation de l'alimentation. Et le troisième et dernier point, c'est celui qui porte sur les échanges de prisonniers. Le document exhorte les belligérants à effectuer un échange de prisonniers sur le principe de tous contre tous et au retour des enfants déplacés chez eux en Ukraine. Alors sur les échanges de prisonniers tous contre tous, évidemment, on ne connaît pas les chiffres exacts de combien de prisonniers sont détenus de part et d'autre, mais on croit comprendre que les Russes détiennent quand même plus d'Ukrainiens que les Ukrainiens détiennent de prisonniers russes. Néanmoins, il faut rappeler qu'il y a eu des échanges qui sont menés régulièrement par les Russes et les Ukrainiens via la médiation de pays tiers, l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Qatar, ou même la Turquie, qui ces derniers mois ont aidé à échanger donc, des groupes de prisonniers. En règle générale, le nombre était à peu près le même. C'était rare qu'il y ait une différence entre le nombre de prisonniers que les Russes renvoyaient et ce que les Ukrainiens renvoyaient en Russie. Alors, il y a le communiqué final, enfin, un appel à une reprise du dialogue entre toutes les parties et la présidente de la Confédération suisse a déclaré d'ailleurs, c'est assez surprenant, hein, que Vladimir Poutine pourrait participer au deuxième sommet que la Suisse compte organiser, en dépit du mandat d'arrêt qui pèse sur lui, hein, qui a été émis par la Cour pénale internationale. Selon elle, la partie invitante peut faire une exception, hein, ce sont ses termes, en accord avec les lois suisses. Et l'Ukraine je dirais, a rebondi en expliquant qu'elle se disait prête à accepter la participation de la Russie au cours d'un hypothétique futur deuxième sommet, donc organisé en Suisse.
Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On sait que par le passé, les autorités suisses avaient évoqué la possibilité d'organiser un deuxième sommet avant l'élection présidentielle américaine, qui est prévue le 5 novembre 2024, donc ce qui fait finalement assez court, pour organiser un deuxième sommet de cette ampleur. Alors, la veille, deuxième information, de ce chapitre politique étrangère, la veille de cette conférence, de l'ouverture de la conférence en Suisse, Vladimir Poutine s'est rendu au ministère russe des Affaires étrangères et y a prononcé un grand discours devant les hauts responsables, les hauts diplomates russes, dans lequel il est revenu sur un certain nombre de choses qui sont évidemment en lien principalement avec le conflit en Ukraine, mais il a surtout énuméré explicitement les conditions qui, selon lui, devraient être remplies pour que les combats cessent immédiatement. Et ça, ce sont les termes qu'il a employés. Selon lui, donc, les combats peuvent cesser immédiatement dès lors que les troupes ukrainiennes se retireront des quatre régions annexées par la Russie en septembre 2022, donc les deux républiques autoproclamées du Donbass, plus Kherson et Zaporojie. Kiev doit refuser explicitement d'adhérer à l'OTAN, donc statut hors bloc. Par ailleurs, l'Ukraine doit aussi adopter un statut non nucléaire. Et, selon le président russe, les sanctions qui pèsent sur Moscou doivent être toutes être levées. Alors, d'après le Kremlin, le conflit ne sera pas seulement gelé, mais il sera bien réglé et on pourra donc passer à autre chose. Alors, sauf que, évidemment, ces conditions reviennent à une capitulation, en fait, pour l'Ukraine. Ce sont des conditions extrêmement dures. Kiev a déjà parlé d'ultimatum et a rejeté en bloc toutes ces conditions. Euh, Surtout que sur la question de la ligne de contact, eh bien, si jamais, par exemple, les forces russes contrôlent environ 90% de la région de Lugansk, dans le Donbass, elles contrôlent un peu plus de 50%, 50-60%. Sur Kherson, c'est même encore moins. Donc, la ligne de contact, évidemment, n'épouse pas les limites administratives. D'autre part, il est intéressant de comparer ces conditions énumérées par le président russe, qui sont une posture de négociation, qui sont des conditions maximalistes, évidemment, avec ce qui était prévu dans les accords d'Istanbul de mars-avril 2022, dont on vous parle occasionnellement. Et d'ailleurs, à cette occasion, le New York Times a publié vendredi dernier les pages de ces accords, qui étaient des brouillons d'accords, en quelque sorte, des accords provisoires. Et on voit qu'il y a évidemment un durcissement de la position russe par rapport à ce à quoi les Russes avaient accepté d'adhérer dans les négociations qu'ils ont conduites avec les Ukrainiens en Biélorussie, puis en Turquie au mois de mars, avant que tout ce processus capote définitivement en avril 2022. À l'époque, il n'était pas question des régions de Zaporojie et de Kherson, la Russie ne les avait pas annexées. Manifestement, elle était prête à en retirer ses troupes. En revanche, il était semblait acquis que le Donbass passait sous contrôle russe. Les Ukrainiens étaient prêts à le reconnaître. La question de la délimitation des frontières, en revanche, devait faire l'objet de discussions directes entre les présidents Zelensky et Poutine. Et d'ailleurs, donc, durcissement de la position russe sur la géographie, les territoires revendiqués, contestés, et durcissement de la position russe sur le président ukrainien, puisque depuis plusieurs semaines, dans les déclarations des officiels russes, eh bien, il y a un message qui est passé selon lequel, pour Moscou, le président ukrainien n'est plus légitime parce qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle en Ukraine, parce que son mandat a expiré le 20 mai, et ce qu'on pouvait prendre au départ comme un argument un petit peu jeté comme ça pour alimenter la communication, en fait, perdure dans la communication, et y compris M. Poutine l'a resservi, s'en est resservi, ce qui veut dire, enfin, c'est comme ça que j'interprète, que les Russes n'ont pas totalement abandonné leur objectif de changement de régime à Kiev et de voir M. Zelensky quitter le pouvoir. Alors là aussi, on est sur des positions, bien entendu, maximalistes. M. Poutine, évidemment, a tenu cette conférence la veille du sommet en Suisse pour avoir un effet médiatique aussi, puisque tout d'un coup, beaucoup de caméras se sont braquées sur ces conditions, beaucoup d'agences de presse ont repris à travers leur téléx eh bien, ces conditions. Donc évidemment qu'il y a un effet médiatique qui a été créé par ces conditions énumérées par le président russe, mais aussi en énonçant ces conditions-là, eh bien, il vise un public assez spécifique et je pense que c'est le public des leaders et dirigeants des pays dit du Sud global, à qui il veut montrer que la Russie n'est pas arc-boutée sur l'option militaire, qu'elle est toujours ouverte à des discussions, parce que les officiels russes prennent le soin de rappeler régulièrement, évidemment, dans leur communication. Ils prétendent que la Russie est évidemment ouverte aux discussions, mais, comme ils prennent soin de le rappeler, en tenant compte de la réalité du terrain, c'est l'expression qui est employée, comme base de négociation.
Alors évidemment, l'idée c'était de montrer aussi à ces pays du Sud que la Russie ne mise pas tout sur le champ de bataille et qu'elle reste ouverte à cette discussion, alors que s'ouvrait à Lucerne le lendemain cette conférence pour la paix. Donc quand on voit la composition des pays qui ont participé, les pays du Sud global finalement y ont très peu participé, et ce qui est évidemment euh, en quelque sorte un échec pour M. Zelensky, qui n'est pas parvenu au cours de ces derniers mois à créer un effet d'entraînement pour faire participer plus de pays du Sud global, hein. C'était une des missions qu'il s'était donnée. On l'a vu se rendre dans le Golfe, on l'a vu se rendre en Asie pour rencontrer donc ces pays dits du Sud global, pour essayer de les rallier à ce projet de conférence pour la paix en Ukraine autour de la formule pour la paix présentée par Kiev. Évidemment, le compte n'y est pas trop lorsque l'on regarde les pays qui ont participé, et a fortiori ceux qui ont signé le communiqué final. Deuxième information sur la politique étrangère, eh bien, c'est la visite de Vladimir Poutine en Asie, enfin la tournée asiatique de Vladimir Poutine, avec d'abord une étape en Corée du Nord, où le président russe ne s'était pas rendu depuis l'an 2000. Il a rencontré le leader nord-coréen, Kim Jong-un, avec qui il a signé une nouvelle version de nouvel accord pour le partenariat stratégique global, donc qui vient remplacer le précédent texte qui date de 2000. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur ce texte hein, en 48 heures, notamment euh, l'article, le point numéro 4 hein, du texte, qui est donc une clause d'assistance mutuelle entre les deux pays dans le cas où un des deux pays subirait une agression militaire. Évidemment, ça renvoie à l'histoire partagée entre les deux pays, avec l'URSS qui était venu appuyer la Corée du Nord lors de la guerre de Corée, puisqu'il y avait des fameux conseillers soviétiques et même des pilotes soviétiques qui s'étaient battus contre les troupes sud-coréennes, qui elles étaient appuyées par les États-Unis, puis ensuite après par intervention donc onusienne. Alors, ça renvoie à l'histoire entre les deux pays. Je note que ce texte stratégique a été très vite signé entre les deux pays. Je rappelle qu'il y a un même type de document qui doit être renouvelé. C'est la même appellation, partenariat stratégique global, entre la Russie et l'Iran. Mais ça fait plus de 2 ans qu'il n'est toujours pas. Récemment, on a appris qu'il devrait être signé prochainement. Il y a eu le crash, comme vous le savez, de l'hélicoptère avec le président Raisi, président iranien, donc, qui est décédé dans l'accident d'hélicoptère, ce qui va on dirais-je, retarder encore plus la signature du document, mais on croit comprendre que le document doit être signé à l'automne, après l'élection présidentielle iranienne. Mais donc, si c'est le cas, il aura été, je crois que le document ancien expirait en 2021, il aura été signé plus de 3 ans après l'expiration du précédent document, ce qui dénote qu'il y a des négociations, évidemment, assez compliquées peut-être entre les Russes et les Iraniens sur certains points. Là, avec les Nord-Coréens, c'est allé évidemment bien plus vite. Alors, il faudra guetter la réaction de la Corée du Sud. Vous savez que Séoul fait partie de ce que les Russes appellent les pays inamicaux, mais parmi les pays inamicaux, c'est peut-être l'un des pays les plus amicaux parce que les Sud-Coréens livraient jusqu'à présent de l'aide humanitaire à l'Ukraine, aucun matériel, aucun armement militaire offensif ou ce qu'on appelle armement militaire létal. Évidemment, pour les Sud-Coréens, cette coopération entre Moscou et Pyongyang qui serait active est une mauvaise nouvelle, hein. Et donc, il faudra quêter la réaction de la Corée du Sud, voir si jamais Séoul va décider finalement de changer de position et livrer à l'Ukraine des canons, des munitions et des choses donc qui peuvent servir directement dans les combats sur le front. Alors après, la Corée du Nord, Vladimir Poutine s'est envolé pour le Vietnam, où il est encore en ce moment, ou d'où il a dû partir il n'y a pas longtemps. Là aussi, un grand partenaire historique de l'Union soviétique puis de la Russie. Alors les Vietnamiens n'ont envoyé personne à Genève ce week-end, hein. Les Américains, d'ailleurs, leur ont, entre guillemets, fait les gros yeux, hein, non seulement parce qu'ils ont envoyé personne à Genève, mais en plus parce qu'ils reçoivent Vladimir Poutine quelques jours après le sommet pour la paix à Lucerne. Et là, bon, on attend de voir quels documents ont pu être signés entre les deux présidents, hein, russes et vietnamiens. Mais il y avait un sujet, en tout cas, qui faisait partie des discussions, c'était la réactivation des vols directs ou l'augmentation des vols directs entre la Russie et le Vietnam. Je crois qu'il y a déjà des vols directs entre l'extrême-orient russe et des villes au Vietnam. Mais évidemment, le sujet, c'est d'augmenter évidemment ce nombre de vols, puisque, comme chacun sait, les touristes russes aiment bien se rendre en Asie, dans les destinations asiatiques, et bien, outre la Thaïlande, qu'ils connaissent très bien et autres, ils aiment bien aller aussi au Vietnam, et c'est ça pour le Vietnam, c'est important. Le tourisme fait partie des ressources également de ce pays. Voilà, écoute Emmanuel, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, et je te laisse la parole pour les questions. Mais merci beaucoup, Igor. Écoute, c'était très complet, très intéressant, surtout que tu avais raison, il y avait une actualité internationale qui était riche.
J'ai une question sur la conférence de la paix, où Oui. on me demande, mais tu as parlé du communiqué final dans lequel il y avait 3 points, donc sur la sécurité alimentaire nucléaire et les échanges de prisonniers, mais en quoi sont-ce des éléments de paix? Bah, à défaut d'être des éléments de paix, c'est le plus petit dénominateur commun, en tout cas les éléments les plus consensuels sur lesquels on puisse entendre les participants. C'est-à-dire que si on mettait cessation des hostilités immédiates, retrait des troupes russes, enfin ce qui était en fait dans le projet initial de Zelensky, hein, présenté il y a un an, je pense qu'il y aurait encore moins de pays qui seraient venus. Et progressivement, j'ai l'impression que l'objectif des Ukrainiens a été de faire l'impasse sur un certain nombre de points auxquels ils tiennent, hein, mais l'idée étant de rallier le plus de pays possible pour essayer d'avoir une base la plus, comment dirais-je, internationale possible pour les discussions. Sauf qu'au final, ça n'a pas vraiment marché. Il y avait moins de la moitié des pays qui sont reconnus par l'ONU, et dans cette partie de pays qui étaient présents, l'immense majorité étaient des Occidentaux quand même. Donc l'idée, c'est la sûreté nucléaire. Ça met à peu près tout le monde d'accord. Personne n'a envie de voir une centrale nucléaire exploser, ni de voir une bombe atomique utilisée dans ce conflit. La sûreté alimentaire, bon, ça aussi, a priori, c'est assez consensuel. On ne va pas se faire trop d'ennemis en utilisant ce point-là. Et les échanges de prisonniers et le fait que les enfants rentrent chez eux, bon, ça aussi, a priori, il n'y a pas grand monde qui peut s'y opposer. Donc, c'est ces 3 points-là seulement qui sont ressortis. On le savait pratiquement 3 semaines, depuis 3 semaines avant l'ouverture du sommet, que ce seraient les 3 points qui seraient retenus à l'agenda. C'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Tu aurais pu écrire le communiqué final toi-même, en fait. Nous avons une autre question sur la Chine. On demande comment la Chine réagit au rapprochement avec la Corée. Alors ça, c'est très intéressant parce que, bon, on se souvient que Vladimir Poutine a rencontré Xi Jinping il n'y a pas très longtemps. Il y a eu le déplacement, ils se sont vus au mois de mai, hein, de mémoire. Donc évidemment, on peut tout à fait imaginer que Vladimir Poutine a évoqué avec son homologue chinois le fait qu'il y avait cette visite qui était dans les tuyaux, comme on dit. Ça, c'était quelque chose qui était attendu, hein. Souvenez-vous que Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont rencontrés à Komsomolsk sur l'Amour l'an dernier, hein. Kim Jong-un a pris son train blindé, a franchi la frontière et est allé dans l'extrême-orient russe, et Vladimir Poutine l'y a retrouvé. Bon. Donc il y avait une visite retour, puisque Kim Jong-un a invité officiellement Vladimir Poutine à se rendre en Corée du Nord et cette visite retour, donc c'est tenu. Donc évidemment que cette chose-là a dû être évoquée avec les Chinois. Est-ce que tout a été évoqué avec les Chinois? On n'en sait rien, peut-être pas. Est-ce que par exemple les Chinois expliquent aux Russes tout ce qu'ils vont faire avec les Biélorusses? Vous savez qu'il y a des relations assez intenses entre la Biélorussie et la Chine, notamment au niveau économique. Évidemment que sur les questions de défense et autres, on n'est pas pareil que dans ce qui se passe entre la Russie et la Corée du Nord. Je sais pas, je suis pas sûr. Donc à mon avis, il y a eu du partage, mais pas forcément tout l'agenda a été exposé aux Chinois. Donc les Chinois considèrent la Corée du Nord comme leur précaré. Évidemment que c'est un des points d'ailleurs sur lequel ça me permet de revenir, cette question. Quel est l'intérêt aussi pour la Russie de ce déplacement de Poutine au niveau régional? C'est de montrer que sur les relations avec l'Asie, ils ne sont pas exclusivement bloqués dans un face-à-face avec les Chinois. Et que finalement, la relation entre la Russie et l'Asie ne se résume pas à la relation sino-russe. Avant, il y avait des relations très constructives avec le Japon, avec Tokyo, hein, sous l'ère notamment de Shinzo Abe. Très très bonne relation. Bon, tout est ruiné maintenant, évidemment. Il y avait de bonnes relations avec la Séoul, avec Séoul, la Corée du Sud, puisqu'il y avait une coopération notamment industrielle florissante. Ça aussi, maintenant, c'est terminé. Mais l'idée pour les Russes, c'est de montrer bah, qu'il reste évidemment la Corée du Nord et il reste le Vietnam avec qui ils peuvent encore discuter. Et vous savez que le Vietnam a des relations quand même assez compliquées avec la Chine. Donc ça leur permet de diversifier un petit peu le jeu asiatique. Pour le Vietnam, c'est une façon de continuer cette politique aussi de diversification de la politique étrangère, puisqu'ils ont évidemment ce problème de voisinage avec la Chine. Et pour les Américains, c'est un signal envoyé évidemment aux Américains pour dire que la poursuite de la confrontation autour de l'Ukraine peut avoir un coût, y compris sous d'autres latitudes, à l'autre bout du globe, euh, pour les alliés des États-Unis, hein, le Japon et la Corée du Sud, qui sont évidemment très embêtés de voir cette coopération se développer entre la Russie et la Chine. Alors la coopération, est-ce que ça va être que les Russes vont transférer aux Nord-Coréens des technologies spatiales? On va voir. Technologie nucléaire, j'en doute. Euh, Est-ce que ça va être des munitions que les Nord-Coréens vont envoyer aux Russes? Certainement, apparemment, c'est déjà le cas, visiblement. Peut-être qu'il y en aura plus. Voilà, mais ça, évidemment, pour les voisins de la Corée du Nord, les voisins asiatiques, à part la Chine, pour les alliés de Washington qui sont dans la région, c'est une mauvaise nouvelle.
Merci, Igor. Une question sur l'Arménie. Que signifie la soudaine organisation d'un référendum sur la demande d'adhésion de la République d'Arménie à l'Union européenne? Alors ça, j'avoue que ça m'a échappé, cette information. Donc j'ai pas vu qu'il y avait de référendum, mais disons que Moi non comme plus. voilà, mais vu comme ça rentre dans l'agenda de M. Pachinian, Premier ministre arménien, qui a un agenda vraiment tourné vers l'intégration euro-atlantique, ou à défaut d'Atlantique européenne. Donc il continue à dérouler, j'allais dire, son agenda, hein, essayer de s'extirper de l'orbite russe, au minimum de rééquilibrer la relation avec Moscou, hein, donc en développant ses relations avec Bruxelles et avec les États-Unis. Et donc, à mon avis, cette information-là, si elle est avérée, s'inscrit tout simplement dans ce contexte-là, hein. Une question pour toi qui aime les salons navals. Il y a un salon naval international à Kronstadt. Ouais. Est-il un événement? Bah, ça dépend pour les gens qui s'intéressent à la chose maritime et aux questions de la flotte. Oui, c'est toujours intéressant d'aller prendre le pouls, hein. Donc là, il se tient à Kronstadt au large de Saint-Pétersbourg. Il y avait des années où se, se déroulait à l'Enexpo, donc pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, hein, là où il y a la gare maritime. Donc, il paraît-il qu'il y aura une quinzaine de pays étrangers, donc on peut imaginer des pays africains, peut-être certains pays du Golfe. La Russie continue d'exposer son industrie de défense navale. On peut y voir dans la rade un sous-marin, on pourrait y voir des bâtiments de surface, des industriels. Bon, ça fait partie de ces rendez-vous. Alors, il se tient tous les 2 ans, hein, le salon naval. Ils en ont fait une délocalisation en Extrême-Orient aussi, bon, qui est un petit peu moins, j'allais dire, sensationnelle que celle-ci. Et puis, dans pas longtemps, enfin le mois prochain, il y aura la journée de la flotte qui permet aussi de voir des défilés maritimes, enfin navals, à Saint-Pétersbourg notamment, mais aussi en Extrême-Orient. Alors, je pense qu'à Sébastopol, cette année, il n'y en aura pas, vu les circonstances, en mer Caspienne. Bon, enfin, c'est pas un événement énorme, mais pour les industriels et les gens qui travaillent sur ces questions-là, ça fait partie des rendez-vous à pas louper, ouais. J'espère que la République de Centrafrique n'ira pas. Euh, le, nous n'avons, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a encore quelques questions, mais pas beaucoup. Alors, on a une question, là, je vais y répondre si ça t'ennuie pas, mais on nous demande, le Kremlin fait-il réellement des difficultés à l'accréditation d'un successeur de Pierre Lévy, notre ambassadeur, mais pas à ma connaissance. En fait, je ne crois pas qu'il y ait encore eu de nomination d'ambassadeur. On sait que notre ambassadeur doit partir, mais je crois que en ce moment, la France, il y a un vrai problème avec les élections en France, savoir qui va être ambassadeur, parce qu'en fonction du prochain Premier ministre, certains changements pourraient être opérés. Donc, à ma connaissance, aucun ambassadeur n'a été choisi, entre autres pour la Russie, mais il y a de problèmes dans d'autres pays. Euh, le, et la sortie de l'OSCE par la Russie, ça, je l'avais pas entendu. Tu es au courant? Oui, alors c'est pas l'OSCE, enfin c'est pas la sortie de l'OSCE, enfin ça va revenir à ça hein, en fait, hein, mais c'est un projet qui est en préparation à la Douma pour acter la sortie de la Russie de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, mais bon, enfin, si on veut, c'est la continuation logique, si on regarde les 10 dernières années, la dégradation des relations entre la Russie et cette institution qui, à l'époque, les Russes euh, appréciaient beaucoup et trouvaient que ça pouvait avoir un rôle hein, j'allais dire, dans l'architecture sécuritaire en Europe. Puis ensuite, il y a eu 2014, Crimée et Donbass, et le SCE, souvenez-vous, jouait un rôle de surveillance de ce qui se passait sur la ligne de contact dans le Donbass entre les séparatistes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre. Et les Russes ont toujours considéré que l'OSCE n'était pas, était, comment dirais-je, juge et partie en quelque sorte, et que par conséquent, elle n'était pas objective. Et il y a eu en tout cas une dégradation qui date de cette époque-là, hein. Et donc là, quand on voit ce qui s'est passé depuis 2014, eh bien, le fait qu'il se retire de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, ça renvoie à ce contexte-là, ça renvoie à autre chose qu'a évoqué Vladimir Poutine vendredi au MID, c'est le fait que désormais les Russes parlent non plus d'architecture de sécurité euro-atlantique, de toute façon pour eux, ça ne veut plus rien dire et ça ne veut plus rien dire en l'état actuel. De fait, il n'y en a plus vraiment. Enfin, il y a l'OTAN, mais ils parlent d'architecture de sécurité eurasiatique. Maintenant, c'est un terme qui va promouvoir, d'expliquer en fait quand ce conflit en Ukraine va se terminer un jour, on ne sait pas quand, il faudra évidemment rebâtir une architecture de sécurité régionale
La bâtir uniquement sur une considération géographique euro-atlantique, selon ce point de vue-là, est caduque. Il faut désormais raisonner en termes eurasiatiques, évidemment. Ça rentre dans la logique russe aujourd'hui, évidemment, de se tourner vers l'Eurasie, vers l'Orient et de se détourner de l'Occident, comme je l'expliquais tout à l'heure. Bien, merci beaucoup, Igor. On n'a plus de questions. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Toi seul, face à l'adversité, plus que Arnaud t'a abandonné, que Gilles Chenesso nous a abandonnés. Ouais. Mais donc, une fois encore, s'ils ne sont pas là la semaine prochaine, ils ne reviendront plus jamais. Mais on voudrait aussi souhaiter un excellent anniversaire à notre ami Pavel Chinsky, Eh dont oui, c'était le 50e anniversaire hier et qui le fête encore aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter. Je suis pas sûr qu'il soit en état de vous voir. En tout cas, je l'ai vu ramper dans son bureau tout à l'heure. Mais on lui souhaite un joyeux anniversaire. Il a passé, comme il me le disait, un tiers de sa vie à la chambre. On lui souhaite un autre tiers à venir. Donc, bon anniversaire, Pavel. bon Merci à vous anniversaire. tous. Merci à toi, Igor. Et surtout, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Tenez bon. Au revoir.